Alors, je voudrais faire une série de remarques, d'abord peut-être sur la façon dont le sujet est posé, parce qu'évidemment, on est sur un sujet très compliqué, mais je pense que la façon dont le sujet est posé ne va pas forcément de soi. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont le sujet est posé est de dire qu'on ne peut pas faire de transition énergétique ou environnementale ou écologique sans préoccupation sociale, mais on ne dit pas l'inverse. Or, il existe un principe qui est fondamental dans le domaine des politiques de l'environnement, qui est le principe d'intégration, dont on parle moins que d'autres, qui consiste à dire qu'il faut intégrer l'environnement dans les autres politiques publiques. Et à ma connaissance, il y a très peu, pour ainsi dire, pas de colloques qui existent, en tout cas en France, sur la façon dont on intègre les considérations d'environnement dans les politiques sociales. Donc le jour où il y aura autant de colloques sur cette inversion, je dirais, de la façon dont les choses sont posées, ce sera intéressant, parce qu'il y a aussi des considérations environnementales à intégrer dans les politiques sociales. Alors, on parle beaucoup de la justice sociale ou de l'efficacité sociale des politiques environnementales, mais pas de l'efficacité environnementale des politiques sociales. Et le développement durable étant un triptyque devant reposer sur un trépied, si on en parle autant, ça veut dire qu'on accorde évidemment plus d'importance au social qu'à l'environnement, ce qu'on peut faire, mais à condition de l'avoir justifié. On part aussi du principe que les politiques de transition énergétique ou de transition écologique doivent être justes socialement. Alors, il me semble que ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne pose pas ce principe pour beaucoup d'autres politiques publiques. On ne dit pas ça, par exemple, pour la politique de défense nationale, on ne dit pas ça pour la politique des affaires étrangères, pour la politique du tourisme, pour la politique du commerce extérieur, pour la politique de l'intérieur, etc. Donc là aussi, on peut le justifier, mais il faudrait l'argumenter. Et deuxièmement, toute politique publique a un but premier. Donc le but premier de la politique environnementale n'est-il pas de protéger l'environnement, ce qui peut inclure des mesures soit antisociales, soit anti-liberté. Quand on fixe, par exemple, des limites de vitesse sur route et qu'on se dit qu'on va les contrôler de façon beaucoup plus efficace, comme ça a été fait il y a quelques années par les radars, qui est une des mesures qui, indirectement, alors qu'elle n'était pas prévue pour ça, a le plus contribué à diminuer les consommations d'énergie et partant les émissions de CO2, c'est une atteinte aux libertés individuelles d'une certaine manière. C'est néanmoins accepté dans ce sens. Donc première remarque. Deuxième remarque, on dit, c'est devenu un peu une... Il en a des questions dans l'exposé d'Aldo, notamment, que toute fiscalité carbone doit être compensée. Vous vous souvenez que les différents essais d'introduire une taxe carbone en France ont porté beaucoup, la controverse a porté beaucoup sur la façon dont cette fiscalité devait être compensée. Curieusement, c'est une question qui revient constamment quand on parle de fiscalité écologique, mais qui ne revient pas quand on parle d'autres types de fiscalité. Quand on augmente telle ou telle fiscalité ou tel ou tel... ou qu'on crée tel ou tel nouveau impôt, on ne parle pas tellement de compensation. Donc, peut-être faut-il aussi se demander si le problème n'est pas que la fiscalité écologique arrive à un moment où le niveau des prélèvements obligatoires dans leur ensemble est déjà élevé. C'est l'exemple, par exemple, de la redevance poids lourd. Hein, on voit bien que c'est un nouvel impôt qui a posé problème, plus qu'à la modification d'un impôt existant. Et deuxièmement, si le problème ne vient pas aussi du fait qui, lui, pour le coup, est un vrai problème, que la fiscalité qui est privilégiée en matière de fiscalité écologique est évidemment la fiscalité indirecte, qui par définition est moins progressive que la fiscalité directe. Troisième remarque, est-ce que la transition énergétique, comme c'est supposé dans la présentation, le texte de présentation du colloque, va forcément accroître les inégalités et les tensions entre emploi, compétitivité et pouvoir d'achat? Je voudrais rappeler, parce que ce n'est pas forcément toujours su ou connu ou compris, que la croissance de la précarité énergétique, qui est indéniable en France et dans d'autres pays, n'est pas due à la croissance des prix de l'énergie. Entre 1960 et 2003, les prix moyens des carburants en France ont diminué de 9%. Donc le prix du litre d'essence aujourd'hui est moins cher qu'en 1960. Et le revenu disponible des ménages a été multiplié par 3. Donc en termes d'euros constants,
prix du litre est moins cher, et en termes de pouvoir d'achat, c'est sans commune mesure. Le prix de l'électricité des ménages, je prends les 20 ans qui séparent 87 de 2007, mais c'est un peu pareil si on actualisait aujourd'hui, a diminué de 37%, le prix du gaz pour les ménages de 25% et le prix du fioul de 6%. Donc, augmentation de la précarité énergétique peut-être, mais pas due à l'augmentation des prix de l'énergie. Donc l'énergie est un peu comme la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Est-ce qu'elle est due à l'augmentation de la fiscalité de l'énergie, et donc de l'éco-fiscalité en quelque sorte? Pas davantage, parce que ce qu'on constate, c'est que nous avons une diminution de la fiscalité sur l'énergie depuis une vingtaine d'années dans les pays de l'Union européenne, et encore plus fort en France. Je prends quelques chiffres. Entre 1998 et 2009, les prélèvements obligatoires, enfin la fiscalité de l'énergie pour faire court, sur le PIB représentait 1,97 du PIB et 2,1 dans l'Union européenne, c'est-à-dire à peu près le même poids. En 2009, on en est à 1,45, donc la France a perdu un demi-point, et on en est à 1,8 dans l'Union européenne, donc moyenne de l'Union européenne a légèrement régressé. Donc on est passé de quasiment pas d'écart à un écart de 0,3. Donc diminution plus rapide de la fiscalité sur l'énergie en France que dans les pays de l'Union européenne. En ce qui concerne les prélèvements obligatoires, le poids de la fiscalité énergétique dans les prélèvements obligatoires, c'est évidemment plus élevé. En 1988, en France, on était à 4,5. Dans l'UE, on était à 5,2, donc on avait déjà un écart de 0,5. En 2009, on est à 3,5 en France, et dans l'Union européenne, on est à 4,7, donc on a un écart de 1,2. Donc vous voyez qu'on a diminué beaucoup plus rapidement. Je vous rappelle une chose que probablement tout le monde a oublié. Jusqu'en 1986 en France, l'achat d'un véhicule automobile était taxé à un taux de TVA de 33%, puisque l'automobile était considéré comme un bien de luxe. Depuis, l'automobile est taxée à un taux de TVA normal. Et cette diminution de la fiscalité sur l'achat des véhicules n'a pas été compensée par une augmentation de la fiscalité sur l'usage. Alors, est-ce que les politiques envisagées vont croître les inégalités? Je rappelle qu'on a déjà pas mal de mécanismes en France qui prennent en compte les aspects sociaux dans le domaine énergétique. Les tarifs réglementés, les tarifs sociaux qui ont été étendus à un nombre de personnes double depuis la loi Brottes et qui vont être remplacés par un chèque énergie. La TVA à taux réduit sur les abonnements au gaz et à l'électricité, l'éco-PTZ, le CIDD, la péréquation tarifaire, qui est quand même un phénomène majeur, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, puisque je crois que c'était ce qui était demandé aussi par les organisateurs, qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition de piste de réforme et sur quelle zone de consensus on peut atterrir? Premièrement, à titre personnel, il y a un triptyque auquel je tiens. Aldo en a dit un mot, je crois, c'est le triptyque chronologique suivant, si on veut faire une réforme dans le domaine de l'écofiscalité. Il y a 3 étapes qu'il faut respecter. Premièrement, diminuer les subventions dommageables et les dépenses fiscales dommageables à l'environnement. Donc, puisqu'on parle d'énergie aujourd'hui, c'est essentiellement ce qui concerne les énergies fossiles. Deuxièmement, modifier la fiscalité existante. Troisièmement seulement, créer de nouvelles taxes. Diminuer les subventions, pourquoi? Vous pourrez me dire, c'est un vrai problème pour les catégories sociales défavorisées. Ça n'est pas tout à fait exact, parce que les études montrent que, premièrement, une grande partie de ces subventions sont captées par des intermédiaires. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a beaucoup d'études là-dessus. Et deuxièmement, une grande partie de ces subventions, et ça c'est vrai aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, sont en fait accaparées par les classes moyennes, plus que par les classes populaires. Bon, si je prends par exemple les subventions au carburant, les catégories les plus défavorisées n'ont pas de véhicules ou ont moins de véhicules que les catégories moyennes, et plus on va dans les pays en voie de développement, plus c'est vrai. Et si je prends un troisième exemple, qui est l'exonération totale de fiscalité sur les carburants des avions, les catégories populaires ne prennent pas l'avion, donc c'est une dépense fiscale qui les défavorise. Modifier la fiscalité existante, pourquoi? D'abord parce qu'elle, justement, elle existe, et donc c'est moins difficile politiquement que de créer un nouvel impôt. On l'a bien vu, ça a été toute la saga de la taxe carbone. Moi, j'ai eu à m'exprimer à ce sujet. Je n'étais pas favorable à la façon, à la technique
selon laquelle a été prévu le projet Sarkozy, si on peut l'appeler comme ça. Et j'avais préconisé à l'époque des modalités qui étaient une réforme de la TICPE, qui est finalement la modalité qui a été votée l'an dernier par le Parlement. Et on voit bien que ça passe beaucoup plus facilement parce que ce n'est pas conçu comme un nouvel impôt. Même chose pour le diesel. On parle beaucoup de la sous-tarification du diesel. Je rappelle que le problème n'est pas le fait que le diesel soit moins taxé que l'essence. Le problème, c'est l'écart entre les deux. Et l'écart entre les deux, il y a 3 manières de le résoudre. Soit diminuer la taxation du super, soit augmenter celle du diesel, soit faire une partie du chemin à chacun des deux. Deuxième, me semble-t-il, zone de consensus importante, le signal prix est efficace. Il est plus ou moins efficace selon les biens. Et il a une efficacité qui est différente selon le court terme ou le long terme. Par exemple, l'augmentation du prix des carburants ou l'augmentation de la fiscalité sur les carburants sera évidemment beaucoup plus efficace à long terme, parce qu'il y a plus de possibilités d'adaptation qu'à court terme. Lorsqu'on utilise la fiscalité, il faut, je crois, préférer la compensation à l'atténuation. Alors ça, c'est très important du point de vue social. L'atténuation, ça consiste à dire, par exemple, qu'on va faire des tarifs à taux réduit pour l'énergie, ou pas de fiscalité pour un certain nombre de catégories sociales, ou pas de fiscalité sur les premières tranches, etc. Bon. Les effets pervers de ça, c'est que c'est très bien sur le plan social, mais sur le plan environnemental, ça supprime le signal prix, donc il n'y a plus d'incitation à économiser l'énergie, il n'y a plus d'incitation à passer à des énergies alternatives, etc. C'est un peu le cas des tarifs sociaux. Bon. La compensation, c'est différent. Tout le monde paye le même prix, mais on compense par un versement monétaire la taxation qui est perçue sur les catégories défavorisées. C'est exactement la même chose sur le plan social, mais on conserve le signal prix. C'est-à-dire que les personnes en question peuvent affecter le revenu qu'elles perçoivent à ce qu'elles veulent, mais elles conservent une incitation à faire des travaux d'économie d'énergie. De ce point de vue-là, la réforme qui est prévue dans le projet de loi sur la transition énergétique, qui est exactement l'inverse de la réforme qui a eu lieu il y a 1 an et demi dans la loi Brottes, qui était l'extension des tarifs sociaux, est une bonne réforme, puisqu'on va passer à un système de chèque énergie. Pour terminer, prévisibilité et progressivité du signal prix, l'exemple de la Suède est parfait. On fait l'inverse en France. Je vous rappelle qu'à l'automne 2012, on a décidé de diminuer de 3 centimes d'euros la fiscalité sur les carburants. Évidemment, la perte de recettes fiscales a été telle qu'au bout de 3 mois, on a supprimé. Donc c'est le phénomène de yo-yo. Le crédit d'impôt développement durable, qui a maintenant une dizaine d'années, il est modifié en moyenne plus d'une fois par an. Donc pour s'y retrouver dans les taux, les travaux éligibles, etc., c'est absolument impossible. Donc prévisibilité et progressivité, c'est absolument indispensable pour que tout le monde puisse s'adapter, les consommateurs, les industriels, etc. Privilégier un cadre international pour les biens publics globaux comme le climat, qui est un exemple parfait, ou l'énergie fossile. 2 remarques là-dessus simplement. Les mesures sociales dans les pays développés peuvent nuire aux pays en voie de développement et notamment aux catégories plus défavorisées des pays en voie de développement. Et donc, si on veut prendre en compte les considérations de justice sociale, il faut prendre ça en compte. L'extension du chèque énergie au fioul, qui est prévue dans le projet de loi sur la transition énergétique, est une mesure qui est socialement juste pour les catégories défavorisées qui se chauffent au fioul en France, mais qui est évidemment catastrophique pour les catégories défavorisées des pays en voie de développement, puisque c'est une incitation à des émissions de CO2 dont ces gens-là vont beaucoup plus pâtir que nous-mêmes, puisqu'ils sont davantage exposés au changement climatique. Et puis enfin, avoir une vision large. Je pense que la prise en compte du social dans une seule politique sectorielle peut entraîner des effets négatifs à la fois sur le plan économique, social et environnemental. Je prends un seul exemple, c'est la politique de l'urbanisme et du logement en France, qui, via le PTZ, les prêts d'accession à la propriété, l'investissement locatif mal ciblé, a conduit à un phénomène, c'est pas la seule, mais a accentué un phénomène d'étalement urbain
qui est très négatif sur le plan social, puisqu'il conduit un certain nombre de catégories à avoir des temps de trajet beaucoup plus élevés. C'est un phénomène qui est très connu, et qui est également très négatif sur le plan des émissions de CO2, et est également très négatif sur le plan environnemental. Voilà, je termine là par peur d'être